Oui, c'est encore l'été. Tada! Et je vais vous inviter sur une île paradisiaque pour parler de plans séquences. Alors une île paradisiaque avec des ours polaires, un message en français de détresse qui tourne en boucle depuis 16 ans et de l'héroïne dans des statuettes de la Vierge Marie. On va se perdre dans l'une des meilleures séries télé de tous les temps. Du coup, on s'accroche. Bienvenue dans Le Bon Plan, où on prend le temps de parler d'un tout petit bout de cinéma. De télé. From outer space are the first people who saw the thing. Lost, la série de Damon Lindelof, J.J. Abrams et Jeffrey Lieber, qui a profondément changé le paysage audiovisuel mondial. Bon, pour le petit rattrapage, Lost, c'est l'histoire d'un crash d'avion sur une île déserte. Ou presque. Ça commence en mode Survivor, genre koh, mais en un poil plus hard. Et petit à petit, épisode par épisode, très doucement, on va basculer sans s'en rendre compte dans de la science-fiction la plus totale. Et je parle jusqu'au voyage dans le temps. Je spoil un tout petit peu, mais en vrai, ça spoil pas tant que ça. Lost, ça a été ma série préférée avant de découvrir Doctor Who et Galavant. J'ai réussi... Je voulais caser Galavant quelque part, je savais pas comment, parce qu'il n'y a pas un seul plan séquence dans Galavant, donc voilà, c'était le petit point Galavant du bon plan. Mais surtout, c'est brillant, c'est intelligent, c'est extrêmement bien écrit. Tous les personnages, même les deux insupportables, Jack et Kate, qui sont insupportables, sont bien écrits, sont intéressants. À chaque recoin de l'histoire, on retrouve des petits détails, ça va partout, c'est un bonheur de scénariste cette série. Et voilà, comme vous le voyez, je vais être très objectif sur cette vidéo. Je ne vais pas du tout donner mon avis personnel. Juste. Il ne faut pas regarder la dernière saison qui est une catastrophe. On dirait un espèce de mauvais spin-off de Lost. Regardez les saisons 1 à 5, elles sont incroyables, elles se suffisent à elles-mêmes. La fin de la saison 5 fait complètement sens. Bref, regardez pas la saison 6, ce sera plus simple. Et non, ils ne sont pas tous morts. Même si vous regardez la saison 6, la réponse de Lost, ce n'est pas qu'ils sont tous morts, ça ne veut rien dire, c'est pas ça. Enfin bref, voilà, regardez cette série. Mais pour comprendre l'impact de Lost, qui est énorme, il faut revenir au début du siècle. Oui, je parle bien des années 2000 et pas des années 1900, j'ai décidé de nous vieillir d'un coup. Donc aux États-Unis, à la fin du XXe siècle, il y a deux façons de produire des séries. Il y a les networks d'un côté, donc les chaînes, qu'elles soient privées ou publiques, exactement comme en France, TF1, France 2, France 3, etc. Et de l'autre côté, des chaînes câblées, l'une des plus célèbres est HBO. On parle donc de deux modes de fonctionnement complètement différents. D'un côté, des chaînes qui dépendent de la publicité et de l'autre, des chaînes qui dépendent d'abonnements. Et forcément, plus les contenus sont qualitatifs, plus il y a d'abonnés, donc on commence déjà à avoir une petite différence entre les séries produites par les chaînes et les séries produites par les chaînes câblées. Un peu comme en France en fait. Mais même les joyaux de la production de HBO, comme Les Sopranos, restent encore dans des modes de production qui sont des modes de production très classiques, très série télé, où on se limite à 2 ou 3 caméras pour tourner une scène et le montage va se faire en ping-pong d'un plan à l'autre. On n'est pas encore passé au stade au-dessus. Et en 2004, arrive d'un coup Lost, Doctor House et Desperate Housewives. 2 ans avant, on avait eu 24 heures chrono, qui sont des séries qui, soudain, engagent des réalisateurs de cinéma. Bryan Singer pour Doctor House et J.J. Abrams pour Lost. Mais même si ces séries étaient annonciateurs d'un vrai changement dans la production, c'est en 2007 avec la célèbre grève des scénaristes américains, l'une des plus longues puisqu'elle aura duré 100 jours, qui va profondément changer la façon dont on fait des séries. Personnellement, je me souviens très bien qu'il y a eu un avant 2007 et un après 2007 dans la façon de regarder et de consommer des séries. Parce que certes, on avait la fameuse trilogie du samedi sur M6, mais on ne considérait pas encore les séries comme l'art qu'elles ont toujours été. C'était pas les mêmes discussions, c'était pas le même intérêt. Les séries se sont légitimisées à ce moment-là. Et il y a énormément de raisons. Des gens bien plus intelligents que moi vous expliqueraient exactement comment on est passé à l'âge d'or de la production télévisuelle.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que soudain, on a commencé à faire des séries comme on faisait des films. On a introduit du langage cinématographique dans un langage qui était très codé, très simple, et soudain on a fait exploser tous ces codes, et on s'est dit non, on va produire ça comme un film. Look at this piece of work. I mean, it's just a devastating movie. It felt like a film. You know, I've kind of been immersed in the film industry for so long that I got confused and thought that we were making a film, and the cinematic kind of scope of it. You know, I thought at some point ABC were probably going to say, let's try and release this at the cinema and turn it into a feature film. It was that grand in its scale and that ambitious. Aujourd'hui, on a des exemples comme Game of Thrones, par exemple, qui sont des véritables mastodontes de production cinématographique. Mais Lost, quand vous regardez Lost, c'est véritablement un film divisé en 103 épisodes. Bon, je compte pas les 18 derniers, encore une fois, parce que la saison 6, c'est de la merde, il faut pas la regarder. Mais pour avoir revu cette série 5 fois, oui, je dis bien chaque épisode 5 fois, il n'y a qu'un seul épisode qui ne sert à rien. Qu'un seul. C'est hallucinant. Encore aujourd'hui, encore une fois, on est habitué à tout ça. Et quand on regarde des séries, effectivement, on n'a pas ce moment de se dire ah bah pourquoi ils ont fait cet épisode, c'était pour combler les 24, parce que forcément il y avait des commandes et c'était nécessaire d'avoir un certain nombre d'épisodes, alors qu'aujourd'hui on peut en faire 10, 12, 15, 20, enfin chacun fait un petit peu comme il veut, bien évidemment c'est avec des contrats, mais les histoires ont l'espace qu'il leur faut pour être compté. À l'époque de Lost, c'était pas possible, les séries devaient faire un certain nombre d'épisodes. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà le changement qu'a apporté la grève des scénaristes, puisque au départ, les 2 premières saisons font 24 épisodes, puis 23 épisodes, puis 22 épisodes, et après on arrive à du 15, 16, 12. Donc on a vraiment changé la façon de produire et de diffuser des séries. Ce qui est très très intéressant, c'est de voir des séries qui ont traversé le temps, comme Doctor Who par exemple. Alors oui, je sais, je parle de Doctor Who tout le temps, j'en suis désolé, mais cette série est fascinante, notamment parce qu'elle a traversé toutes les époques de production possibles à la télé. Ça commence en 63, où on répète pendant des jours entiers et on tourne l'épisode en seulement 1h30, avec des caméras assez fixe, on est donc sur du théâtre filmé. Puis, dans les années 70, arrive la couleur et la possibilité de tourner hors studio, en extérieur. Et enfin, des effets spéciaux de plus en plus compliqués, et on arrive dans les années 80 avec des séquences entières tournées en 35 mm, comme au cinéma, avec des maquettes et des modèles réduits. Regardez-moi ça, c'est l'intro de The Trial of a Time Lord, et c'est magnifique. Pour enfin arriver aujourd'hui avec des productions complètement cinématographiques, de la direction de la photo qui ressemble à du cinéma, bref, on regarde un mini-film par épisode. Suite à de nombreux imprévus dans la réalisation de cette vidéo, et il y en a eu beaucoup, incluant une fuite d'eau, le micro a cessé de fonctionner, même s'il n'y a aucun rapport entre la fuite d'eau et le micro, mais bref, on s'en fiche, je suis juste désolé parce que la suite de la vidéo va se faire sans le micro-cravate. Alors, qui dit langage cinématographique dit forcément plan-séquence. Qu'est-ce que c'est qu'un plan-séquence ? Un plan-séquence, c'est tout simple, c'est un plan qu'on ne coupe pas. Alors vous allez me dire, oui, bah tous les plans sont des plans-séquences. Et en vrai, c'est un peu comme le rectangle et le carré. Un carré est un rectangle. Voilà, tous les carrés sont des rectangles. Maintenant, le carré est un petit peu plus spécifique par rapport aux autres rectangles. Et ben là, c'est la même chose. Le plan-séquence est un petit peu plus spécifique qu'un plan, dans le sens où il crée à lui seul une séquence. C'est pas forcément une question de durée, d'ailleurs l'exemple qu'on va voir aujourd'hui n'est pas aussi long que plein d'autres plans séquences, il ne fait que 42 secondes. Néanmoins, on a des changements significatifs dans ce qu'on va regarder qui amènent le spectateur d'un point A à un point B. Et surtout, c'est rarissime à la télé, puisqu'à la télé, on a besoin de garder les téléspectateurs attentifs en permanence, parce qu'on a besoin qu'ils restent jusqu'à la pub et puis qu'ils reviennent après. Du coup, un plan qui dure, et ben les gens peuvent zapper. Et ça, on ne veut pas à la télé, qu'ils zappent. Et donc, du coup, de mettre ça dans le pilote d'un épisode, déjà, c'est un risque. Et ce qui est génial avec Lost, c'est qu'il y a énormément de risques qui sont pris, et surtout des risques qui payent. Donc pour réaliser le bon plan séquence d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de plein de choses. On va commencer par J.J. Abrams, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui à l'époque de Lost était clairement moins connu. Vous allez également avoir besoin de Matthew Fox dans le rôle principal, tout un tas d'acteurs et de figurants.
Alors on va tourner en extérieur, là où plein de films ont été tournés, notamment le meilleur film de tous les temps, Jurassic Park, à Hawaï, très exactement sur l'île d'Oahu. Vous me choisissez une belle plage, mais a priori ça devrait pas être très difficile à trouver. On va prendre une vraie carcasse d'avion pour rendre la chose la plus crédible possible. Et pour le reste, il va falloir kidnapper le directeur de la photographie attitré de Zack Snyder, qui a tourné notamment 300, Watchmen, et pour J.J. Abrams, il tournera par la suite Super 8. J'ai nommé Larry Fang. Et comme la plupart des séries américaines, oui, même pour Friends, c'est forcément tourné en pellicule. Alors Friends c'était en 16 mm, ici on est sur du 35 mm, il va vous falloir à peu près 40 mètres de EXR Eastman 100T. Alors je ne sais pas pourquoi c'est pas du 100D, puisqu'on tourne en extérieur, donc normalement c'est du daylight et pas du tungstène. Mais c'est les informations que j'ai réussi à trouver en ligne. Pareil, la caméra, a priori, on est sur une Arriflex 35.3, comme d'habitude, mais ils avaient tout un paquet de caméras Panavision, donc ça a pu être tourné là-dessus également. Nous sommes au tout début de l'épisode pilote. La série s'ouvre sur un œil qui s'ouvre, un peu exactement comme Blade Runner. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On est complètement perdu dans une espèce de jungle avec le personnage principal de Jack qui se réveille et qui commence à déambuler doucement dans la jungle. Il croise un chien, puis une basket qui pendouille d'un arbre, mais ce sont les seules informations qu'on a, que quelque chose d'un peu étrange vient de se passer. Lui commence à courir et se retrouve sur une plage, tout ce qu'il y a de plus paisible. Il entend un petit bruit, et c'est là que notre plan va commencer. Et en parlant de bruit, il faut impérativement que je vous parle de la bande sonore qui est extrêmement intéressante et qui fait jouer tout le hors-jeu. Le hors-jeu, c'est quoi? C'est tout ce qu'on ne voit pas à l'image, mais qu'on devine. Et la bande sonore, elle est faite pour appuyer ça. Je sais que j'en parle pas assez quand je parle des plans, en tout cas jusqu'ici, mais c'est un élément primordial. Et ça fonctionne très très bien, puisque là, ils ont fait tout un pan, c'est-à-dire que le son commence à un endroit de l'image, et puis tout doucement, vient imprégner de plus en plus le plan séquence qui nous intéresse aujourd'hui. Le plan va suivre Jack alors qu'il déambule à travers les bouts de débris d'avion et puis des survivants qui sont en train de pleurer, crier, s'enfuir, courir un petit peu partout. Mais tout l'intérêt de ce plan, c'est qu'il est très Hitchcockien. Pourquoi je dis ça? Parce que Alfred Hitchcock était persuadé que c'était à l'acteur de diriger la caméra et pas l'inverse. Je m'explique. Si quelqu'un se lève, parfois, dans les films, vous allez voir la caméra se lever, entre guillemets, avant, c'est-à-dire anticiper le mouvement. Hitchcock pensait complètement l'inverse, et il aurait adoré 24 heures chrono pour ça, c'est-à-dire que l'acteur va faire quelque chose, et en fait, la caméra a un train de retard, genre une demi-seconde, mais on sent que la caméra, en fait, se dit « Ah, mais il est où l'acteur ?» et hop, suit. Et ben, c'est un petit peu ce qu'on a dans ce plan qui nous intéresse aujourd'hui. On va suivre Jack, et clairement, Jack impose le rythme que va avoir ce plan. Alors je le disais, le plan séquence dans Lost n'est pas très long. Néanmoins, on a vraiment un changement du début jusqu'à la fin de ce plan, et le personnage principal n'est plus le même du début jusqu'à la fin. Et comment on montre ça? Eh bien, l'outil qu'ils utilisent, c'est de jouer sur les valeurs de plan. On commence sur un plan assez serré sur Jack, qui occupe quasiment tout l'écran. La caméra va s'éloigner doucement alors qu'elle le suit à travers les débris. Elle va mettre des débris entre lui et la caméra, ce qui fait que ça l'ancre dans une réalité, ça contribue complètement au réalisme de la scène, et à la fin du plan, on revient sur son visage, il a changé, on est passé de quelqu'un qui était paniqué à quelqu'un qui est en train de doucement comprendre qu'il va devoir agir et prendre les choses en main, ce qui est un petit peu l'arc du personnage si vous suivez la série. Quoi qu'il en soit, nous en tant que téléspectateurs, on a cette impression de chaos, puisqu'on ne voit pas tout, puisqu'on n'a pas tous les éléments, on est perdu. Et, surprise, surprise, c'est le nom de la série, qui réussit très très bien à donner cette impression au téléspectateur qui est perdu du début jusqu'à la fin. Spielberg reprendra quasiment exactement le même concept dans La Guerre des Mondes 1 an plus tard, mais beaucoup moins bien. Non mais je suis aussi choqué de vous que j'ai pu dire quelque chose de mal sur Spielberg, mais le plan dans La Guerre des Mondes, il est vraiment beaucoup moins bien que le plan dans Lost. Dans le plan de Spielberg, on est beaucoup trop loin du personnage.
Son idée, c'est clairement de nous montrer un beau décor avec un avion en flammes. Regardez, c'est très joli, on a les moyens de faire tout ça, mais on est très, voire trop loin du personnage pour comprendre ce qu'il ressent. Et c'est un très bon exemple pour montrer qu'avec la même ligne d'un scénario, qui est sans doute personnage principal déambule dans les débris d'un crash d'avion, on peut avoir, avec le même concept, le même plan, deux interprétations complètement différentes par deux réalisateurs différents qui s'admirent néanmoins mutuellement. Sauf qu'il y en a une qui a de l'émotion, et c'est Lost, et il y en a une qui n'a pas d'émotion, et c'est Spielberg. Et comme une image vaut 1000 mots, je vais vous proposer l'équivalent d'1 800 000 mots, puisque le plan fait 42 secondes. Je vais vous inviter également à liker cette vidéo, à vous abonner, comme ça je pourrai revenir avec plein d'autres plans séquences, j'en ai 4 autres à vous montrer ce mois-ci. Et puis, si vous avez des idées, si vous avez des plans séquences que vous aimez particulièrement, encore plus s'ils sont à la télé, moi ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais d'ici là, bien évidemment, je vais vous souhaiter un très bon plan. Mais waouh, ce plan était incroyable. Si vous voulez en voir un autre, c'est par ici. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est par là. Laissez un like, c'est par là aussi. C'est incroyable la technologie. Si vous laissez un pouce comme ça, et bah c'est par là, je crois. Je connais pas encore YouTube.